Monsieur, merci d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection Kiosque. Plusieurs sujets d'actualité vont constituer les lignes de mire de notre émission. D'abord, la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, avec en toile de fond les différentes manifestations constatées ça et là dans la ville-province de Kinshasa, où les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique et la Grande-Bretagne, toujours dans le viseur de manifestants. Et puis, nous allons donc analyser et scruter à fond ces phénomènes Kuluna, où l'urgence révolutionnaire s'impose, où l'urgence sociale est révolutionnaire. Et depuis des années, ces phénomènes de Kuluna à Kinshasa a transformé la capitale congolaise à un théâtre d'insécurité et du chaos dans la ville-province de Kinshasa. Ces bandes de jeunes délinquants, souvent armés, violents, ont sémé la terreur dans le riz, défiant l'autorité, instaurant un climat de peur permanent. Analyse et commentaires dans votre émission Kiosque. Et puis, on va chiter avec cette question de la validation des mandats des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés validés dès lors, le ministre élu notamment dispose de 8 jours pour démissionner ou soit se déterminer s'ils vont choisir quelle place pour servir l'État. Analyse et commentaires avec Emmanuel Chibambe. D'autres invités vont donc nous rejoindre tout à l'heure dans cette émission. Emmanuel, je vous salue. Bonjour Edi Kabia. Emmanuel Chibambe, avant donc d'entrer de plein pied avec notre émission, on parle également de la disparition d'un confrère, Benz Bwanakawa. Qu'en est-il exactement? Edi Kabia, merci pour votre invitation une fois de plus. Le rendez-vous de mardi ne manque jamais. Vous savez, c'est depuis hier que j'ai appris cette nouvelle. J'ai été terrassé. Benz Bwanakawa, c'est un grand ami à moi. C'est un grand ami à moi avec qui nous avons cheminé ensemble. Nous avons fait nos études à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC ensemble. C'est vrai, j'étais son aîné scientifique d'une année. C'est un garçon très brillant. Il a travaillé dans plusieurs médias ici, sur place. Je peux citer RTNC2, Tosungana Télévision, Le Peuple d'abord, je crois. Il y a plusieurs médias, d'autres qui m'échappent. Un garçon très brillant, mais depuis hier à 22 h, j'ai reçu le coup de fil d'un de ses membres de la famille qui m'appelle pour me donner la nouvelle que depuis le 21 janvier, Benz Bwanakawa est introuvable. Alors, cette nouvelle m'a laissé vraiment sans mots. J'ai prié le bon Dieu qu'il soit protégé où il se trouve. Alors, moi, je ne peux que dénoncer. Nous sommes, vous savez, nous sommes toujours au service de la population. De ma manière, je pu faire de ma manière, donc j'ai alerté quand même les autorités. Il a été enlevé ou comment? Je ne sais pas, ils m'ont dit qu'il est porté disparu. Je ne sais pas déterminer les circonstances de sa disparition, je ne sais pas. Ça relève de la spécialisation des enquêteurs et des autorités compétentes. Tout de suite, j'ai eu appelé le commissaire provincial, le commandant de la ville, le général Blaise Kilemba Limba, qui m'avait reçu au téléphone. Je lui ai donné les faits et je pense qu'aujourd'hui, il va diligenter des équipes de la police pour mener les enquêtes. Alors, je voudrais aussi passer le message à tout le monde et à tous ceux que ces lettres verront que notre ami Benz Bwanakawa est porté disparu. Quiconque aurait des nouvelles de lui, qui n'hésite pas de nous contacter. Il suffit d'appeler les numéros qui est en dessous de la bande sur kiosque et on va nous contacter et nous viendrons faire ce que nous pouvons. Donc, je ne pouvais que passer ce message avant d'entrer de jeu. Mais faudra-t-il admettre que le phénomène enlèvement refait surface alors? C'est pourquoi nous alertons les autorités à pouvoir, n'est pas seulement, c'est vrai que la guerre à l'Est, c'est la priorité, ça prend les pas, mais il faut aussi jeter un coup d'œil sur tous les 4 coins de la République. Aujourd'hui, le phénomène kidnapping ou enlèvement a refait surface, je les constate, parce qu'il y a pas mal de mes compatriotes qui le disent, même si moi je ne l'ai pas vécu, mais dès lors que 2, 3, 4, 5 personnes dénoncent, ça veut dire que c'est une réalité. Donc je demanderai au VPM de l'Intérieur et au service de sécurité compétent de pouvoir s'y atteler, de pouvoir vraiment
faire en sorte de pouvoir décourager ce genre de pratiques que nous avons décréées il n'y a pas longtemps, parce que c'est l'une des missions dévolées également au service de sécurité, protéger la population et surtout assurer leur avenir et protéger leurs biens. Très Donc, bien. pour que je finisse, je suis de cœur avec Benz Bonakawa. Je suis confiant que où il se trouve, il est en vie et que les autorités feront leur travail en bon escient. Je crois que votre appel est donc entendu par les autorités et je crois également que la finalité de l'État, c'est d'éliminer toutes ces histoires, parce qu'il y ait aussi cette maîtrise de tous ces obstacles et qui offusquent la réalisation et le bien-être de la population, surtout face à tous ces phénomènes d'enlèvement. Changeons de registre pour parler cette fois-ci de la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, avec des manifestations constatées ça et là dans la ville-province de Kinshasa, qui a été débutée depuis le vendredi dernier au centre-ville de Kinshasa. Les manifestants anti-occidentaux menés par des bandes de montards et des parlementaires debout de la ville-province de Kinshasa contre la guerre à l'est de la République démocratique du Congo et, je dirais même, l'ère politique externe dans les régions du Grand Lac. Vous, en tant que, d'abord, journaliste, mais aussi analyste politique, comment voyez-vous ces problèmes? Eddy, vous savez, moi, je suis un légaliste. Oui. Et moi, on m'a appris à respecter les opinions des uns et des autres. Ça, le feu docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba me l'a appris. Je suis d'heureuse mémoire. Je suis fier de le dire parce que j'ai été un de ceux qui ont suivi son idéologie et ça m'est vraiment incrusté en tant que tel. Vous savez, quand je vois les différentes manifestations à travers le pays, pas seulement dans la ville de Kinshasa, par-ci par-là, j'ai même le feedback, j'ai des messages, des vidéos dans certaines villes du pays. Ces manifestations se sont faites de façon spontanée. Oui. Vous voyez? Donc, il n'y a pas eu une préparation au préalable. Ça s'est fait de façon spontanée, simultanée. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez un récipient, vous mettez dans un robinet et ça arrivera un moment où ça sera rempli. Et lorsque c'est rempli, ça va rejeter le contenu de liquide. Donc, c'est ce qui s'est passé. Le peuple congolais en a marre, après plus de 30 ans de la guerre à l'Est, qui nous est imposée par les Occidentaux, via le Rwanda, bien entendu. Oui. Alors, le peuple a voulu exprimer son désarroi. C'est ce qui s'est fait. Le peuple a exprimé son désarroi. Moi, je respecte l'opinion de mes compatriotes qui ont dit, même si moi, je n'ai pas accompagné ce mouvement, mais en tout cas, je les ai soutenus de par cette initiative. Donc, on voulait passer un message à la face du monde. Le chef d'État, Félix Tshisekedi, a fait les tours du monde, a expliqué dans toutes les organisations internationales que nous sommes agressés et qu'un des pays membres du Conseil de sécurité viole même la Charte des Nations Unies, qui agresse un autre pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui. Parmi les 193 pays, la RDC y est, le Rwanda, bien entendu. Mais le Rwanda viole intentionnellement la Charte des Nations Unies en agressant un autre pays membre des Nations Unies. Alors, face à cette injustice, comment est-ce que les restes du monde se tait? Pourquoi ce comportement taiseux du reste du monde? C'est pourquoi nous avons compris qu'il y a une sorte d'une conspiration sourdine, qui ne dit pas son nom, contre la RDC. Parce que vous êtes sans savoir que le chef de l'État, pendant son mandat passé, il n'a fait que rencontrer tous ces décideurs pour leur expliquer, mais pourquoi vous laissez un autre pays agresser, un autre pays membre du Conseil des Nations Unies? Oui. Voilà. Alors, ils ont manifesté un comportement taiseux, comme je l'ai dit. Alors, le peuple maintenant s'est exprimé. Le peuple s'est exprimé en faisant des sit-ins dans des officines internationales, dans des ambassades, bien entendu, pour dire non à ce comportement sourdine qu'ils affichent face à notre pays, en soutenant le Rwanda pour massacrer nos compatriotes à l'est du pays. Ça, c'est inadmissible, on ne peut pas accepter. Donc, c'est comme ça que moi j'ai appréhendé. J'aurais bien voulu être là, malheureusement, mes charges politiques ne m'ont pas permis, mais en tout cas, je l'ai dit,
J'ai soutenu mes frères qui ont pris cette initiative, mais seulement j'ai eu aussi à condamner, hein, parce que, vous savez, dans tout mouvement de masse, il ne manque pas des brebis galeuses. Hein. Il y a eu des débordements. Il y a eu aussi ceux qui sont venus dans un mouvement de masse. Tout le monde n'a pas le même objectif. Il y a eu quelques ratés. Ça, j'ai déploré. J'ai vu également, suite à ça, que les autorités ont pris certaines décisions de pouvoir interdire des rassemblements parce qu'il y a eu des mouvements qui ont débordé. Il y a eu des jets de brûlures. Voilà. Vous l'avez dit que cette manifestation reflète une montée de la colère populaire face à une crise qui dure plusieurs décennies. Mais là où le bas blesse aussi, c'est du fait que les autorités ont pris un certain nombre de mesures, notamment l'interdiction des taxis Wewa dans la commune de la Gombe, mais également les vendeurs ambulants ne peuvent pas aussi accéder et vendre leurs activités. Vous ne voyez pas que quelque part les autorités ont empêché, d'autant plus que d'abord pour l'interdiction des motos, taxis dans la ville, c'est une mesure qui a été prise depuis, mais sans exécution jusqu'à preuve du contraire. On le voit circuler en cours de route. Vous ne voyez pas que quelque part aussi, le gouvernement, même si, en fait, par le biais du VPM, Peter Kazadi a pris une décision, mais le suivi sera difficile, en fait, pour que cette situation puisse se pérenniser. Voilà, le VPM Peter Kazadi a pris la décision. Vous avez dit peut-être que le suivi va poser problème, comme l'année de coutume dans notre pays, apparemment. Vous allez vous rendre compte que l'interdiction des taxis motos ne date pas d'aujourd'hui. Vous voyez, vous savez, ceux qui gèrent la ville, ce sont eux qui savent, ce sont eux qui ont la politique sécurité entre leurs mains. Ils savent en quel moment il faut faire, poser un geste et faire en sorte que cela soit bien fait. Alors, lorsqu'ils prennent ce genre de décisions, nous ne pouvons que l'accompagner. Mais c'est à la police maintenant de faire son travail. C'est à la police. Même moi, quand j'ai lu le communiqué du VPM hier, le message du VPM hier, mais en venant ici, j'ai vu des taxis motos. Je ne peux pas me voiler la face. J'ai vu des taxis motos. Je me suis dit, mais les décisions que prennent les autorités souffrent toujours de mesures d'application. Là, je pense que la balle est du camp de la police. Je pense que c'est le commissaire général de la police qui doit prendre toutes les dispositions idoines. Même pour les vendeurs ambulants, vous ne voyez pas que c'est par manque d'emploi qu'ils font tout ça. Mais vous leur interdire de vendre comme ça. Est-ce que l'État a pris d'autres activités pour les aider à bien nouer les deux bouts du mois ou bien on doit laisser cette situation comme ça? Non, mais Eddy Kadima, moi je suis d'avis et puis je soutiens le gouvernement par rapport à cette décision. Vous savez, la ville de Gombe, la commune de la Gombe, comme un professionnel, s'il vous plaît. Oui. La commune de la Gombe, c'est la commune qui abrite les institutions du pays. Vous savez, la ville qui abrite les institutions du pays, il y a la présidence de la République, il y a le palais de la Nation, il y a la primature, il y a pas mal de institutions du pays qui sont dans la ville, dans la commune de la Gombe. Mais on a comme l'impression que la commune est saturée. Et puis il y a des faits qui se déroulent dans la commune qu'on ne peut pas accepter que cela soit fait ainsi. C'est pourquoi les autorités doivent prendre des mesures idoines qui puissent vraiment aller dans le sens de pouvoir éradiquer ce phénomène petit à petit. Moi, je pense que le fait de prendre cette décision d'interdiction de la circulation de nos amis communément appelés Wewa, ainsi que des vendeurs ambulants, ce n'est pas un péché de lèse-majesté. C'est tout simplement ce sont des mesures précautionnelles, ce sont des mesures de sécurité qui sont prises de façon à pouvoir décourager tous les maux que nous déplorons. Vous savez, ici, en ville, lorsqu'il est 18 h, vous êtes en insécurité, même si vous êtes à bord de votre véhicule, il y a nos amis des vendeurs ambulants qui se transforment aux enfants de la rue, qui extorquent les gens. Donc je pense que... Mais tout ça est dû à quoi? Bon, je ne sais pas les mobiles. Non, moi je ne pense pas que ce soit le cas, parce que vous ne pouvez pas donner un prétexte parce qu'il y a une précarité sociale qui je dois aller extorquer Eddy Kabia son téléphone, bien son argent. Non, nous tous nous vivons dans cette situation. Oui. Nous tous nous vivons dans cette situation. Personne n'est bon, je n'ai pas de nous qui habitons la cité. Nous ne sommes pas des rentiers, nous ne sommes pas des riches, nous vivons tous dans cette situation de précarité. Mais cela ne me donne pas lieu d'aller extorquer, d'aller arracher un bien qui ne m'appartient pas.
Vous voyez? Donc, on ne peut pas se cacher derrière la difficulté pour exprimer notre geste qui ne ressemble pas à la moralité. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Mais le manifestant demande une action internationale plus résolue, un soutien moral pour mettre fin au conflit et soutenir je dirais même, les communautés affectées par cette violence récurrente que nous impose le Rwandais à travers leurs supplétifs qui sont le 1,23. Mais pourquoi les gouvernements doivent prendre de telles mesures, de telles décisions à l'endroit des gens qui ont manifesté en fait? Vous ne voyez pas que quelque part, cela remet sur la sellette la question sur la violation sur la liberté des manifestants? Non, non, Edi Kabia, vous savez, ce sont les autorités qui ont des voix, qui ont mission de nous protéger. Nos compatriotes ont manifesté pendant 3 ou 4 jours. Moi, je pense que ça c'est mon appréhension. Je pense que le message est passé à travers le monde. Oui. Parce que j'ai vu même des réactions aux États-Unis par-ci, par-là. Vous savez, derrière ces genres de situations que profite l'ennemi, vous avez déploré, nous avons déploré tous ici, les cas de brûlure de pneus, des calcinages, des véhicules, des biens, des particuliers. Vous voyez maintenant que l'ennemi peut profiter par rapport à ce genre de mouvement. C'est pourquoi l'autorité, comme il a mission, et la mission de pouvoir anticiper les faits, il a compris que mes compatriotes ont manifesté pendant 2, 3, 4 jours. Je pense que le message est passé. Ils peuvent s'arrêter là pour empêcher que le mal, les pires ne puissent arriver dans les jours qui viennent. C'est pourquoi... Mais s'ils ne reçoivent pas gain de cause face à l'air... Non, mais recevoir gain de cause... Ils doivent continuer toujours à interpeller la communauté internationale. Non, mais pour recevoir gain de cause, ça ne se fait pas automatiquement. Ce n'est pas comme dans un jeu de loterie, vous misez sur un pari foot, 100 francs et demain vous recevez 1000 francs. Non, ce n'est pas ça. Ici, c'est une question de la politique. Donc, mes compatriotes ont revendiqué pendant 3-4 jours. Moi, je pense qu'il faut maintenant attendre le feedback. Ce n'est pas un jeu de loterie, ce n'est pas un jeu de dames ou de on doit attendre le feedback. La population met... Non. Ça veut dire que nous avons nos compatriotes, ceux qui ont manifesté, ont exprimé un désarroi. Oui. Ils ont estimé que les pays occidentaux apportent leur soutien au Rwanda. Donc, ils ont demandé à ce pays-là de couper leur soutien au pays agresseur de la RDC. Alors, nous allons entendre si ils vont, je sais qu'ils ont capté le message, s'ils vont le mettre en pratique, c'est partant de là que nous saurons que, voilà, le cri d'alarme de nos compatriotes ont été entendus par ce pays-là. Donc, c'est comme ça. C'est comme je l'ai dit, ce n'est pas un jeu de loterie. Si c'était un jeu de loterie, vous avez parié aujourd'hui, mardi, 100 francs, demain, mercredi, vous recevez 1000 francs. C'est deux contextes vraiment différents. Mais là, en matière de politique internationale, ça prend du temps. C'est vrai que nous avons besoin des solutions immédiates, mais en termes de la politique, ça prend du temps, malheureusement. Mais les combles, c'est aussi le ministre congolais qui ont posé, qui pose aussi avec un geste symbolique sur la guerre oubliée à l'est de la République démocratique du Congo. On tue, mais il y a silence de la part de la communauté internationale. Mais ce geste n'est pas du tout apprécié par la population qui attendait des résultats auprès ou dans les chefs de ces gouvernants. Mais malheureusement, eux aussi sont en train de dénoncer. C'est comme si la population est abandonnée à cette triste sort. Dans toute guerre au monde, il y a toujours les dénonciations. Ça se fait partout. Nous les voyons même aux États-Unis. Mais c'est pas aux gouvernants, au gouvernement de le faire. Je donne le cas d'illustration parfaite d'ailleurs. Nous avons vu pendant la guerre en Irak, à chaque fois que l'armée américaine réussissait de faire quelque chose de très bon, il y avait le porte-parole de l'armée qui communiquait, voilà, nos troupes ont fait ceci, aujourd'hui ils ont pu capturer autant de militaires irakiens, autant de terroristes, ça se fait par même. Ce matin d'ailleurs, en venant ici à votre émission, j'ai ouvert mon poste téléviseur, j'ai vu le porte-parole de l'armée israélienne donner l'état des lieux, faire l'état des lieux
des bombardements qui ont eu hier à Hamas. Ça se passe partout. Notre gouvernement s'y attelle. Vous avez entendu la riposte au niveau de l'Est contre les rebelles M23 et leurs complices, le Rwanda. Mais en même temps, ça ne va pas empêcher le gouvernement de pouvoir communiquer et de dénoncer. Je voudrais revenir un peu. J'ai vu beaucoup de gens jacassier, beaucoup de gens être agités. Mais comment le gouvernement dénonce avec des gestes? Non! Et dit qu'à moi, la grâce que j'ai fait le journalisme, j'ai fait la communication. Oui. En communication, on a deux types de communication, vous le savez très bien. Nous avons la communication verbale et non verbale. Oui, oui. Ce que le gouvernement congolais a fait l'autre fois, c'est une forme de communication non verbale exprimant le désarroi que nous connaissons dans notre pays. Je vois même des éminents anciens collègues journalistes qui disent voilà pourquoi non, c'est une on nous a appris, le procès Jean Chrétien comme on nous a appris, chers amis, la communication gestuelle, c'est une communication. Ce geste-là communique à travers le monde que voilà, en RDC on est en train de tuer, mais malheureusement tout le monde est taiseux, tout le monde n'en parle pas. Le pays qui nous agresse, le Rwanda, il lui fallait qu'il y ait 700 ou 900 000 morts, même pas 1 million, et on décrète le génocide. Même Kagame a posé ce geste. Maintenant, qui accuse qui? Mais non, mais écoutez, Kagame, j'aime pas trop prononcer son nom, mais comme vous l'avez prononcé, disons-le. Oui. Kagame est pris la main dans le sac, c'est ça le problème. Je vous informe que Kagame, il est en perte de vitesse, et moi j'ai prédit déjà sa mort prochaine. Moi je le prédis. Je le prédis. Le sang des Congolais coule sur sa peau. Le sang des Congolais, des millions de Congolais qu'il a tués, est en train de réclamer sa peau. Je le prédis, retenez la date d'aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui donne, la vie aux êtres humains, oui. Mais moi je pressens, je dis que Kagame, sa mort prochaine est en train déjà d'être réclamée par le sang des Congolais. C'est pourquoi il est tellement étourdi, il ne sait pas quoi faire. Nous qui avons posé le geste, parce que c'est lui le tueur, et il veut faire une sorte de diversion pour emballer les gens à travers le monde. Donc je disais, chers amis, le gouvernement congolais a aussi le droit de pouvoir faire aussi, de poser de tels gestes. C'est une communication gestuelle qui a été placée, comme que je dis, c'est une communication gestuelle qui a été posée par le membre du gouvernement, oui. Pour que le monde entier comprenne que nous sommes au front en train de chasser les agresseurs et en même temps nous dénonçons. Et ça se passe. Donc nos amis, vous le savez que nous avons deux formes de communication, verbale et non verbale. Donc la forme que le gouvernement avait opté pour la communication non verbale, moi je pense que c'est plausible et le geste c'est à saluer. Emmanuel Tshibambe, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a commencé un nouveau mandat là où il a fini, le premier. Mais au sujet de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo peine encore à s'affirmer apparemment. Mais vous dites qu'il peine à s'affirmer parce que vous voulez que la solution soit trouvée si rapidement. Mais oublions que la guerre perdure depuis plus de 30 ans. On doit, si j'ai bonne mémoire, c'est depuis 93-94 que la guerre a commencé dans notre pays. Mais, cher Edi Kabea, une guerre qui a planté ses racines depuis 30 ans, soyons quand même justes. Je sais que vous allez me traiter de tous les mots. Je sais que les ennemis de la République vont me taxer de tous les noms d'oiseaux, de tous les péchés d'Israël. Mais il lui appartient de résorber la situation. Mais écoutez, cher ami, le président ne dort pas et son gouvernement il ne dorme pas. Il cherche des solutions. Le président de la République n'est président qu'il y a 5 ans. Mais vous voulez que la République, vous voulez que le pays puisse trouver la solution de la guerre de l'Est qui a implanté ses racines depuis 30 ans, en 5 ans? Non, cher ami. Même Ben Laden, il lui fallait des années pour que les Américains viennent au bout de Ben Laden. Souvenez-vous, en 1900, la guerre en Irak a commencé avec George Bush, le père, vers les années 90. Ce n'est qu'en 2003 que les Américains ont vaincu Saddam Hussein. 2003-2004, je crois. 2003, je crois, 2004.
Ce n'est qu'en 2003-2004 que les Américains ont vaincu Saddam Hussein. Pour vous dire que la guerre, le jour où elle commence, le jour où elle débute, nous connaissons. Mais nous ne connaissons pas quand est-ce qu'elle finit. Emmanuel Tchibambe, s'il a pu se montrer intransigeant dans les médias, il n'en est pas les cas sur terrain actuellement, où la crise sécuritaire va de mal en pis, alors qu'il avait promis qu'il va résoudre dans un délai raisonnable la situation d'insécurité, mais aucune solution. Mais il vient de commencer son second mandat. Moi, je pense que cette question aura son pesant d'or quand Félix Tshisekedi sera en 2028 et que la solution n'est pas trouvée. C'est en ce moment-là que nous aurons à répondre à cette question. Il vient de commencer son deuxième mandat. Il a promis que d'ici la fin de son mandat en 2028, il va rétablir la paix à l'Est. Donnons-lui le bénéfice du doute. Soyons tous agglomérés, soutenons-le pour qu'il arrive au bout de cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda. Il promettait il y a peu, sur les ondes d'une chaîne de la place dont je ne peux pas citer les noms, de déployer son artillerie en cas d'une moindre escarmouche. Où en est-on avec cette réalité? Alors ça aussi, beaucoup de gens comprennent mal l'expression du chef de l'État. C'est une occasion également que je puisse éclairer une fois pour toutes la population. Lorsque le chef avait promis de pouvoir repliquer à la moindre escarmouche, oui, il avait prononcé beaucoup de choses que les gens ne veulent pas. Comme quoi, par exemple? Mais écoutez, d'abord, nous n'avons pas un parlement. Nous n'avons pas un parlement. Vous voulez que Tshisekedi puisse décréter la guerre sans pourtant consulter le parlement? Vous serez le premier à le critiquer. Il a violé la loi. Il a violé la loi. Parce que la loi dit, avant que le chef prononce ou décrète la guerre, il doit consulter le parlement. Et le parlement doit, je place le verbe devoir. Le parlement, on n'a pas dit l'Assemblée nationale. Parce que les gens confondent. Les gens pensent que le parlement, c'est on a dit le parlement. Le parlement, c'est l'Assemblée nationale. Ils doivent se réunir en congrès. Voilà, ils doivent se réunir tous deux. L'Assemblée nationale et le Sénat, et donner cutus. Oui. Mais au cas où, là je réfléchis en tant qu'intellectuel, inversement, au cas où le Parlement ne donne pas cutus, le chef ne peut pas décréter la guerre, parce qu'il doit recueillir l'aval, l'autorisation du Parlement. Mais nous n'avons pas encore un Parlement. Nous n'avons pas un Parlement. Est-ce que nous avons des sénateurs? Nous attendons d'abord l'installation du bureau définitif, et puis les députés provinciaux vont devoir élire les sénateurs, et c'est en ce moment-là que nous aurons un parlement. Ça, c'était la première manche. La deuxième manche, quand le chef a dit ça, il avait dit par rapport à nos amis là, des Corneille Nangaa et des autres, ces aventuriers là, ces charlatans de Corneille Nangaa. Il avait dit ça par rapport à ça. Il faut bien suivre l'interview du chef de l'État sur Top Congo. Moi, je sais. Non, il ne faut pas lui taxer ainsi, d'autant plus que Corneille Nangaa a organisé des élections dans ces pays où Félix Tshisekedi a été élu président de la République. Écoutez. Vous pouvez tout être. Vous avez été ceci, vous avez organisé des élections, vous avez été savant. Mais après, demain, vous avez pris des armes pour tuer vos propres frères. Vous devenez un idiot. Je le répète et je le réponds. Vous devenez un idiot. Il a pris des armes, par contre, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Et j'assume mes propos. S'il faut que j'aille m'expliquer même devant le cours des tribunaux, je suis prêt. J'ai dit, c'est un délinquant, c'est un idiot. Quelqu'un qui prend des armes contre ses propres frères, c'est un délinquant, c'est un idiot. Alors, qu'on aime porter plainte. Emmanuel Tchibambe, lorsqu'un individu prend conscience que les lois qui régissent sa société sont injustes et arbitraires, vous ne voyez pas qu'il a le droit de se révolter? Est-ce que vous pouvez, vous pensez que dans les 100 millions d'habitants, il n'y a que vous qui êtes, ou qui soyez érudits plus que tout le monde? Dans un pays de 100 millions d'habitants, il n'y a que vous qui soyez plus intelligent que tout le monde, cher ami. Dites-moi. Donc, Edi Kabia n'est pas intelligent. Moi, Emmanuel Tchibambe n'est pas intelligent. Bon, moi, je peux accepter que je ne suis pas intelligent. Donc, tout le monde ici, tous les professeurs d'université que nous avons ici ne sont pas intelligents. Il n'y a que vous, Corneille Nangaa, qui êtes intelligent. Non, cher ami. C'est pour des intérêts mesquins. Vous connaissez le mobile de Corneille Nangaa pour aller faire la rébellion.
Parce que quand les Nangane voulaient s'accaparer le bien de l'État qui ne lui appartenait pas. Nous ne sommes pas dans un État bananier, nous ne sommes pas dans un Capharnaüm, nous sommes dans un État de droit où lorsque vous détenez, vous possédez un bien qui ne vous appartient pas, on va vous l'exproprier. C'est ça au fait les caprices d'un État de droit. Nous avons tous ici voulu l'État de droit, mais nous ne voulons pas nous assujettir aux caprices de l'État de droit. Vous voulez détenir un bien qui ne vous appartient pas. Ça, c'est un Capharnaüm. Malheureusement, la RDC n'est pas un Capharnaüm. C'est un État de droit. Voilà. Changeons de registre cette fois-ci. Pour parler de ce phénomène Kuluna qui prend des proportions dangereuses dans des villes, dans des rues de la capitale plutôt. Emmanuel Tshibambi, en tant qu'analyste politique, ces phénomènes Kuluna. Faudra-t-il admettre que l'État n'arrive pas à résoudre ces problèmes ou l'urgence d'une révolution sociale s'impose face à cette situation? Je ne veux pas vraiment m'incruster dans cette logique, celle qu'avec votre chute, disons que c'est par rapport à la vie sociale, mais seulement, même moi, ça commence à m'inquiéter. Je me pose la question, pourquoi ce phénomène perdure encore au pays? Moi, à son temps, j'avais proposé aux autorités un plan. Je ne dis pas que ce soit le meilleur. Je peux aussi me tromper, c'est possible. Mais j'avais quand même proposé aux autorités comment lutter contre cette délinquance juvénile de ce que nous appelons Kuluna, tout consort. Vous voyez? Donc, ça commence à prendre une proportion vraiment inquiétante. Je demande ici au ministère de l'Intérieur, le VEPEM, et bon, je sais que d'ici quelques jours, Maître Peter Kaza ne sera plus. S'il sera reconduit, ça c'est dans le secret des dieux, mais le VEPEM qui viendra après, de pouvoir vraiment prendre cette question des Kuluna comme une question à bras le corps. À bras le corps, nous devons faire en sorte que ce phénomène soit expurgé totalement, parce que ça prend une proportion vraiment inquiétante et ça risque même de pouvoir titiller même l'autorité de l'État. Ça, je suis sérieux, je suis sérieux. J'en suis venu plusieurs fois, je sais de quoi je parle. Moi, je pense que le ministère de l'Intérieur doit faire son travail comme il faut, et la police aussi. Et puis, le comble est que on a comme l'impression que la police aussi est faible. J'ai dit l'impression, je n'ai pas dit c'est ça. Je ne veux pas que mes propos soient... Même Limba Limba, le divisionnaire de la ville, qui a dit aussi que ce phénomène tire ses origines il y a longtemps. C'est en fait... Oui, il y a longtemps. Le fait sociétal où peut-être la pauvreté qui bat son plein et que ils ont mis des moyens pour résoudre ces problèmes, mais malheureusement, la chose n'est fait que durer. Oui, mais si la chose ne fait que durer, comme c'est dans le secteur de la sécurité, moi je pense que ça concerne le commissaire divisionnaire, je crois adjoint, Blaise Limba Limba, oui. Parce que c'est ça son travail. Il ne peut pas, excusez-moi mon général, vous ne pouvez pas vous pleurnicher comme ça, il faut pas pleurnicher disant que ça prend... Non, 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 c'est votre travail mon général, vous avez prêté serment devant le drapeau à servir l'État. Dans ce travail-là, c'est votre travail. Si vous commencez à pleurnicher, ça veut dire que vous avez failli à votre mission. Or, nous allons tirer confiance en vous voyant, vous qui êtes policier. Vous êtes là, nous aurons toutes les assurances possibles que vous allez mettre fin à ce phénomène. Mais lorsque vous déclarez ainsi, ça nous décourage, nous qui ne sommes pas des hommes en uniforme autant que vous. Donc moi je pense que l'État a tous les moyens possibles de pouvoir mettre fin définitivement à ces flux. Mais face à cette situation critique, vous ne voyez pas qu'il est aujourd'hui impératif d'adopter une approche radicalement nouvelle pour éradiquer ces fléaux? Oui, je suis d'accord avec vous. S'il faut adopter une approche radicalement nouvelle pour éradiquer ce fléau, pourquoi pas? Parce que je l'ai dit, c'est un fléau qui commence à inquiéter. Par exemple, l'opération Likofi, comme on l'a adopté à son temps, le général Kanyama à l'époque du... On peut tout adopter, on peut adopter n'importe quelle situation, mais je ne serais pas d'accord qu'on puisse supprimer des vies humaines. Ça, je ne serais pas d'accord.
l'opération du COF à son temps avait péché dans le sens où on avait incrusté dans cette opération la suppression des vies humaines. Vous voyez, ça je ne peux pas accepter. Je serais d'accord qu'on puisse les capturer, les arrêter, les envoyer, je ne sais pas, même à Guantanamo, je serais d'accord, mais ne pas supprimer des vies humaines, ça je ne serais pas d'accord. Kademaka, c'est parmi les solutions? Oui, c'est parmi les solutions, mais je ne sais pas pourquoi comment Kanyamaka c'est en question, apparemment il n'y a plus continuité, apparemment je ne sais pas, vous qui êtes trop, je ne sais pas si vous fréquentez également le général. Il y a continuité, oui. Mais pourquoi tous ces... Ils sont d'ailleurs formés, hein. On peut prendre ces gens, on les envoie à Kanyamaka CC, on peut le rééduquer là-bas, pourquoi pas. Vous savez, l'autre fois j'avais rencontré le général Kaboué, qui je lui ai dit, mon général, prenez tous ces... D'abord, je vous salue avec le travail que vous abattez, mais moi, je voulais vous proposer quelque chose. Nos amis là, après les avoir rééduqués, vous pouvez aussi les envoyer à l'armée, qu'ils aillent faire l'armée. Ils peuvent aller aussi. Tibambe, Emmanuel, aussi, oui. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître que pour lutter efficacement contre ces phénomènes Kuluna, il est nécessaire de s'attaquer aux racines du mal? Aux racines du mal, parce que il faut les reconnaître, la violence des Kuluna et aussi les symptômes d'une inégalité sociale profonde, des pauvretés endémiques et d'un système défaillant qui marginalise une grande partie de la population. Il faut aussi les reconnaître aussi. Mais pourquoi s'éterniser à dire que ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement la pauvreté, alors que la situation ne fait que perdurer? Non, mais moi je m'inscris en faux parce que si j'ai bonne mémoire, ces fléaux de Kuluna a commencé au début des années 2004, 2005, 2006. En tout cas, avant ça, il n'y avait pas. Vous voulez me dire, à l'époque, il n'y avait pas pauvreté? Je pense qu'il y avait, parce que je voyais des gens dire, voilà, vie chère, ceci. Mais il y avait Kuluna peut-être dans une autre Non, il n'y avait pas Kuluna. En tout cas, avant 2003, il n'y avait pas Kuluna dans ce pays. Il n'y avait pas Kuluna, à moins que les gens me disent autrement. Moi, je pense que, moi j'ai vécu, je suis né à Kinshasa, la ville de Kinshasa. J'ai étudié dans la ville de Kinshasa. Les phénomènes Django, Babolona. Ce n'était pas comme celui-ci. C'était pas comme celui-ci. Django, Babolona, c'était un individu. Un seul individu qui... avec sa bande aussi. À l'époque, qui opérait, ça et là, dans des quartiers, dans des villes. On ne supprimait pas la vie des gens comme on voit aujourd'hui. On ne coupait pas des organes génitaux, on ne coupait pas des têtes des gens comme ça se fait aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, même en plein jour, vous êtes passé de rencontrer même un Kuluna qui peut vous couper la main, le bras, et c'est pas même une oreille. Mais à l'époque, les gens, c'était pas pareil. Mais il y a une certaine opinion qui estime que tout est parti de la Ligue des jeunes du PPRD avec le maître, Chalère, heureusement, c'est sorti de votre bouche. Alors moi, je vais m'agripper dans ces propos. Nous sommes sans savoir dans ce pays. Ce sont nos amis de la Ligue des jeunes du PPRD qui nous ont importé ça. En tout cas, moi, j'aimerais avoir même quelqu'un du PPRD en face de moi pour débattre. Pas de récupération politique. Non, c'est pas de récupération. Non, mais c'est connu tous que non, c'est nos amis du PPRD, de la Ligue des jeunes du PPRD qui nous ont importé ça. Il n'y avait pas. Moi, j'ai fini mes études primaires, j'ai fini mes études secondaires en 2001. Oui. Il n'y avait pas. Je suis allé à l'université en 2001. Il n'y avait pas. C'est à peine 2004, 2005 que nous avons connu que nous connaissons le phénomène Kuluna. Il n'y avait pas. Et c'est nos amis des Chaleurs, tout consort, Ligue des jeunes PPRD, qui ont incorporé ce système dans notre société. C'est connu. C'était avec le Francis Kalombo et les autres à l'époque. Non, mais c'est connu, c'est l'histoire de mon pays. Nous n'aurons pas honte de relater. Écoutez, moi j'ai des petits-enfants qui vont avoir bientôt l'âge de la raison. Ils vont me poser la question, mais papa, d'où ça tire les sources
le phénomène Koulouna, je suis obligé d'expliquer à mes enfants. Voyez, il y a eu à une certaine époque un monsieur tel. Non, c'est une histoire. N'ayons pas honte de pouvoir le relater. Nous connaissons le Francis Kalombe et les autres, les chaleurs et patata. Les défis sont immenses aujourd'hui face à ces phénomènes Koulouna. Mais il faut une volonté politique de votre part. Mais la volonté y est. Lorsque le gouvernement met les moyens de pouvoir prendre ces délinquants, de pouvoir les envoyer dans des formations pour qu'ils réintègrent encore la société, c'est une volonté politique. Ça s'est fait nulle part ailleurs. Il n'y a que le gouvernement de Félix Tshisekedi qui le fait. On ne veut pas procéder, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport au phénomène opération du COF où on supprimait des vies humaines. Mais Tshisekedi et son gouvernement ont dit non, nous pouvons récupérer ces délinquants, ces badauds, ces énergumènes, on peut les récupérer et nous les mettons quelque part, nous les formons et puis ils vont réintégrer la société. C'est ce qu'il est en train de faire, ça c'est une volonté politique qui a manqué à son temps. Mais si la solution pour mettre fin à cela, il faut procéder à des tueries. Vous pensez que l'État doit laisser faire? Non, nous sommes les démocrates. Félix Tshisekedi, c'est un démocrate, il ne tue pas. Mais il faut une dose de dictature. Non. Parce que la situation ne fait que se pérenniser. Si vous voulez pousser Félix Tshisekedi à devenir dictateur, je vais d'abord vous décevoir, il ne le deviendra pas. Ça, je vous déçois. Je sais, je connais la personne. Il ne sera pas. Et vous serez le premier personne à être dans le plateau de télé pour vilipender Félix Tshisekedi. Il ne va pas céder à vos caprices et il ne va pas céder à toutes vos demandes. Tshisekedi ne sera jamais dictateur. Mais vous ne voyez pas que c'est un démocrate. Cela risquerait de foutre en moule. Non, ça c'est votre entendement. Lui, il a une autre vision de retransformer ce pays. Il va retransformer ce pays sans passer par la dictature, sans passer par des tueries comme ce fut le cas du régime avec le Vous oubliez que les Koulouna ne sont pas une fatalité en fait, mais c'est aussi un défi que la société congolaise doit relever avec courage et détermination. Mais c'est ce qui implique aussi, en fait, qu'on puisse procéder dans ce sens, afin de mettre fin à cela. Non, mais écoutez, je vous ai dit que le gouvernement est déjà à pied d'œuvre. Le gouvernement s'y attelle à pouvoir chercher des voies et moyens, à travers les services de sécurité, bien sûr, à mettre fin à ce phénomène. Ayons autrement la patience. Laissons voir ce que fait le gouvernement à travers le service de sécurité et l'avenir nous donnera raison si, oui ou non, le gouvernement sera à mesure de pouvoir éradiquer ce phénomène. Moi, je pense que le gouvernement sera à mesure, avec l'application de sa politique sécuritaire qu'il a mise en place, ils y arriveront. Gardons notre mal à patience. Nous voulons, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, nous voulons toujours avoir des solutions rapides, immédiates, mais si nous voulons des solutions rapides et immédiates, nous devons travailler. Le gouvernement est en train de travailler pour éradiquer ce fléau. Voilà. Changeons de registre pour parler cette fois-ci de la validation des mandats des députés nationaux hier à l'Assemblée nationale. Après validation des pouvoirs, Christophe Mbosso a demandé, conformément aux textes légaux, à ceux des députés qui sont dans les cas d'incompatibilité de décider en dehors 8 jours. Emmanuel Tshibambe, votre analyse? Oui, c'est tout à fait normal. Je pense que c'est ce que nous attendions tous parce qu'il était inadmissible de voir quelqu'un qui a été élu à la députation nationale et qui occupe des fonctions incompatibles à celle de son élection, disons le mandat électif. La décision qu'a prise le bureau de l'Assemblée nationale hier de donner un délai de 8 jours, c'est tout à fait plausible et nous avons salué cela parce qu'on avait comme l'impression que il n'y a que eux. Non, vous avez été bataillé pour qu'on vous élise. Vous avez été élu. Alors choisissez, soit vous restez député, si vous occupiez des fonctions d'État, soit vous restez là-bas. Moi j'étais candidat, vous avez été dans ma circonscription, vous m'avez battu aux élections. On vous a concédé, vous avez pris le siège. Alors,
Allez-y siéger. Vous ne voulez plus siéger. Vous voulez rester ministre. Non, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas. Moi, je pense que la décision qu'a prise le bureau de l'Assemblée nationale... Mais pour éviter les vides juridiques, vous avez vu hein, les premiers ministres qui avaient introduit une requête à la justice pour que les ministres qui sont frappés en cas d'incompatibilité puissent rester afin d'éviter ces vides juridiques. Il n'y aura pas de vide juridique. D'ailleurs, aucune personne n'est immuable. Il n'y aura pas de vide juridique. Je pense que les textes sont clairs. Si le Premier ministre n'est pas là, le texte a prévu qui va le remplacer. Il n'y aura pas de vide juridique. Il n'y aura pas de vide juridique. Le Premier ministre a été élu député national. Moi, je pense qu'il est... Mais apparemment, c'est comme si le Premier ministre n'a pas la maîtrise des textes en introduisant une telle requête au niveau de la justice. Je ne sais pas. Je ne sais pas si réellement... Moi, j'ai suivi d'ailleurs... j'ai suivi le communiqué du Conseil d'État qui a dit qu'ils n'ont jamais reçu une requête du Premier ministre dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est véridique ou pas, mais si cela s'avère vrai, je demanderai au Premier ministre de pouvoir... Bon, je vais être un peu dur avec le Premier ministre, qu'il m'excuse, mais l'actualité l'oblige, et puis je dois le dire, si le Premier ministre, vraiment, il avait introduit une telle requête, moi je pense qu'il n'avait pas maîtrisé les lois et le texte qui régissent vraiment le gouvernement, et ça serait vraiment dommage de sa part, mais connaissant l'homme, j'hésite fort qu'une telle démarche puisse avoir lieu. Bon, si cela a eu lieu, je pense qu'il s'est trompé, largement trompé, et il est grand temps qu'il aille à l'Assemblée nationale, qu'il renonce à son poste de Premier ministre. Et comment ils vont procéder face à cette manière d'éviter ces cumuls de fonctions? Alors, ils vont choisir, ceux qui ont été élus, ils vont choisir leurs fonctions électives ou leurs fonctions nominatives. Donc, ça veut dire qu'ils choisissent, soit il reste ministre. S'il reste ministre, c'est son suppléant qui va aller siéger à l'Assemblée nationale et vice-versa. Donc, c'est plus simple que ça. C'est plus simple que ça. Moi, je pense qu'ils ont été tous au champ de bataille pour qu'ils soient élus députés. Ils l'ont été. Et je pense qu'ils doivent aller à l'Assemblée nationale et ne plus espérer revenir au gouvernement. Moi, je pense que tous ceux qui ont été élus doivent rester à l'hémicycle. Et moi, je demandé même au chef de l'État, tous ceux qui sont élus doivent rester à l'hémicycle. Au gouvernement, que nous n'ayons aucun député élu lors du prochain gouvernement. Ça, c'est mon souhait. Emmanuel Tshibambe, c'est la fin. Votre mot pour terminer. Merci beaucoup. J'ai été honoré ce jour d'être en face de vous, comme d'habitude, chaque mardi. Je remercie tous nos nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis. Vos commentaires nous feront quand même plaisir pour que nous puissions nous améliorer prochainement. Comme je l'ai dit d'entrée, une pensée pieuse à notre frère, ami, cher Benz Bonakawa. Nous sommes de cœur avec toi. Je crois que où vous vous trouvez, vous êtes toujours en vie et nous continuerons toujours de dénoncer jusqu'à ce que vous allez recouvrer votre liberté. Et aux autorités de pouvoir s'en saisir de cette question parce que ça dérange, ce n'est pas bien, et de pouvoir veiller sur ce phénomène enlèvement et kidnapping qui a refait surface au pays. Dans l'entretemps, nous souhaitons plein succès au gouvernement de la République, de pouvoir s'y atteler, de pouvoir continuer la politique sécuritaire à l'est du pays jusqu'au sacrifice suprême et d'éradiquer définitivement les agresseurs rwandais, entre guillemets, M23. C'est la fin de l'émission Kiosque. On se retrouve prochainement avec notre invité, les autres invités plutôt, les journalistes, et bien évidemment. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur votre chaîne. Merci.